Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Rafal Zgoda. C'est un entrepreneur Web3 polyvalent. Comment tu vas, Rafal ? Bien, très bien et toi, Romain? Comment ça Bah, va? Écoute, super aussi. Écoute, j'ai hâte que tu nous présentes ton parcours parce qu'il est très riche dans le Web3. Et on va tout de suite commencer. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, même si je pense que tu as toujours été dans le Web3, ce que tu faisais peut-être avant de rentrer à fond dans l'écosystème? Eh bien, avant de rentrer, j'ai commencé pendant mon parcours d'école d'ingénieur. Donc, j'étais juste en école d'ingénieur informatique et puis je suis rentré assez rapidement dedans, dès le début dans l'aspect blockchain Web3. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle et qu'est-ce qui t'a attiré vers cet écosystème Web3? Ce qui m'a attiré principalement quand j'avais commencé, c'était, pour être très franc, c'était le minage. C'était le minage, donc pour moi, à la base, c'était vraiment un aspect presque, je dirais, monétaire, d'investisseur. Euh, j'ai vraiment vu ça comme j'achète du matériel de minage, je le place, et puis ça tourne 24 heures sur 24. Ça rapporte, on va dire, de l'argent. Donc j'avais 22 ans et je me suis dit, mais c'est un super investissement. Et puis au fur et à mesure, quand je creusais un petit peu dans cette thématique-là, en fait, j'avais découvert d'autres sujets et puis je me suis quand même beaucoup plus attaché à ça, d'un point de vue presque, je dirais, euh, vision, décentralisation. J'ai toujours été un petit peu attiré par ce côté décentralisation, par ce côté tout ce qui est tout ce qui est DAO, tout ce qui est euh, ne pas dépendre d'un tiers de confiance. Et donc il y avait toutes ces valeurs qui étaient portées par le Web3 où j'étais enfin à l'époque ça s'appelait même pas Web3, c'était plus blockchain, crypto. Et j'étais assez attiré par ça. Et c'est ce qui m'a fait rester jusqu'aujourd'hui. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant de ton évolution dans le Web3? Parce que je l'ai dit en intro, tu fais beaucoup de choses. Peut-être nous parler, suite à ce que tu as pu faire dans le minage, sur quel type d'activité tu es allé. Je ne sais pas d'ailleurs si, durant ton école d'ingénieur, tu as été dans une asso Cryptosphère. Il y a pas mal de gens dans le podcast qui sont passés à Cryptosphère. Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu y es passé aussi? Je suis pas sûr que ça existait Cryptosphère en 2016. Je t'avoue que je crois que ça existait pas à l'époque. Je crois que très sincèrement, il y avait pas beaucoup d'associations. Même la notion même de Web3 et de crypto. Alors à la limite, crypto, oui, c'était développé. Blockchain, oui. Web3, pas du tout. C'est un terme qui est arrivé en 2020. Et j'étais pas dans des associations. J'avais commencé, moi, en lisant un article dans un journal qui disait, bon, bah, tu peux miner et donc fabriquer en fait de l'argent virtuel avec ton ordinateur que tu peux convertir derrière peut-être en euros. Donc j'avais testé ça sur mon PC en installant un logiciel. C'est le truc vraiment, t'as l'impression que c'est un scam, donc tu l'installes et tu te dis mais c'est pas possible, là, je suis sûr que j'ai installé un gros virus. Et donc j'ai commencé par miner du Zcash en 2016 sur mon PC et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait vraiment. Je recevais vraiment le Zcash sur mon wallet, sur mon portefeuille et qu'en fait je pouvais l'envoyer sur un exchange, le revendre et me faire un virement sur mon compte bancaire. Et je me disais bon ça marche. Euh, et je me suis dit je vais essayer dans un truc un peu plus scalable. Donc je me suis dit je vais l'essayer directement dans mon école. Et donc je suis parti dans l'université et comme il y a plein de PC et qu'il y a plein de processeurs qui tournaient, je me suis dit, je vais essayer en fait de lancer sur tous ces petits processeurs. Donc il y en avait à peu près, je sais pas, 150, 200. Je suis allé un petit peu dans toutes les salles et j'ai essayé de lancer mon programme sans installer, tu vois, vraiment le programme, juste de l'exécuter pour voir ce que ça donnait à une échelle un peu plus industrielle. Et j'ai laissé tourner un week-end. Et donc à la fin du week-end, je me suis rendu compte que j'avais gagné l'équivalent de 300 euros. Et tu vois, quand tu es étudiant, tu te dis, putain, mais c'est énorme.
ce que j'ai réussi à faire. J'avais recommencé la semaine dernière, la semaine d'après, et j'avais regagné quelque chose autour de 150 euros, puis 50 euros. Et là, je me suis dit, ok, les processeurs, c'est bien pour miner du Zcash, mais maintenant, je vais me mettre à fond et je vais acheter vraiment tout le matériel qu'il faut pour miner avec des cartes graphiques. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis toutes mes économies. À l'époque, je faisais du dépannage informatique, je faisais des cours en informatique. J'avais une espèce d'auto-entreprise informatique, mais je travaillais aussi dans un cabinet médical où je faisais des espèces de radio, pas savoir comment j'ai atterri là-bas. Et donc j'avais quelques économies, et donc j'avais investi 10 000 euros dans du matériel de ménage, et j'avais l'équivalent d'une cinquantaine de cartes graphiques que j'avais mis un peu partout chez moi, donc il faisait super chaud, c'était vraiment la bonne époque. C'est comme ça que j'ai perdu ma copine, non, je rigole. Et puis juste après, je recherchais un stage de fin d'études. Et là, je suis tombé sur un stage blockchain chez Sopra Steria et je me suis dit, waouh, je savais même pas que c'était une matière qui existait, tu vois, que c'était possible d'avoir un truc en rapport avec la crypto. Je postule, bon, on me prend direct parce que le mec qui fait du minage en 2016, c'était waouh, tu vois. Et c'était une époque, si tu veux, l'Ether à l'époque, ça valait 6 dollars. Moi, je me sentais fou quand je le tradais et que j'essayais de le vendre à 10 dollars, l'Ether, et que je réussissais, tu vois. J'étais là, je l'ai vendu à 10 dollars, ça, je fais une énorme plus-value, tu vois. Et à l'époque, si tu veux, t'avais pas de notion de DeFi, il n'y avait pas de notion, vraiment, les smart contracts, c'était rudimentaire, t'avais à peine un ERC20, tu vois. Il y avait plein de mecs qui développaient, qui utilisaient même pas la norme de ERC20. Et donc, je suis atterri dans Sopra Steria où je travaillais avec ce qu'on appelle Hyperledger. C'était une blockchain poussée par IBM. Donc, si tu veux, IBM, c'est un gros conglomérat informatique. Ils ont vu blockchain, ils ont fait, bon, bah, vas-y, on développe notre propre blockchain. Comme ça, on va revendre notre solution dans plein d'entreprises. Honnêtement, c'était pas super, super intéressant dans le sens où je retrouvais pas toutes les valeurs que tu avais de base dans le Web3 crypto, c'est-à-dire décentralisation, euh, pas de tiers de confiance. Et en fait, t'avais pas ces notions-là. Tu avais juste l'impression de refaire, tu vois, de faire du greenwashing, du techwashing, où en fait on te dit, bon, bah, tu vas faire de la blockchain, mais en fait, c'est juste une base de données centralisée, brandée blockchain. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé dans toutes ces sociétés corporate. Et dès que tu fais de la blockchain, souvent ça dénature un peu toutes les valeurs que tu as dans l'aspect blockchain. Donc pendant quelques années, j'ai fait quand même ça. J'ai fait de la blockchain un peu corporate. Donc je suis passé par Sopra, puis Maltem, puis quelques groupes comme BNP Paribas, Adens, enfin plein de groupes un petit peu assez larges. Et à chaque fois, c'est un peu le ressenti que j'avais. C'était des projets très intéressants, mais je trouvais que ça manquait d'avoir toutes ces valeurs du Web3 que tu as un peu plus habituellement. Et c'est une espèce de castration de toute cette mentalité, puisque tu peux pas, souvent les personnes qui travaillent sur la décentralisation de, par exemple, des notaires, bah, si c'est les notaires eux-mêmes qui travaillent, ils vont pas vouloir, tu vois, s'auto-disrupter. Et donc c'est un peu ce qui m'a déçu. Donc pendant quelques années, c'est ce que j'ai fait quand même. De 2017 à 2019, voire 2020, j'ai bossé pour quelques groupes, des fonds d'investissement, BNP Paribas, etc., pour créer des produits blockchain, mais toujours version corporate. Donc une blockchain privée avec un smart contract, et puis on déploie la blockchain nous-mêmes, et il faut la maintenir, et puis il faut que ça tourne, il faut que les smart contracts fonctionnent, etc. C'est toujours assez rudimentaire, les cas d'usage. Qu'en 2018, il y avait 01net qui m'avait contacté pour faire une vidéo sur moi, sur ma ferme de ménage. Donc, à quoi ressemble, tu vois, la ferme de ménage que j'avais chez moi. Ils étaient venus donc directement chez moi, ils ont filmé tout le matériel qu'il y avait dans toute la maison. Et ils ont passé une après-midi au complet avec moi. Et la vidéo, je m'attendais à rien. Et en fait, la vidéo a très bien marché sur YouTube. Donc, on avait fait plus de 1 million de vues. Et c'est ça qui a un peu fait décoller ma carrière à côté du côté développeur blockchain. Donc, je faisais vraiment, tu sais,
C'était développeur informatique, un peu traditionnel, sans forcément, tu vois, j'étais très investi dedans, mais à côté de ça, en fait, je voulais monter des projets entrepreneuriales depuis très longtemps. Et je me suis dit, je vais commencer à vendre du matériel de minage. Donc, c'est ce que j'avais commencé à faire en 2017-2018 et ça avait bien marché. J'avais eu beaucoup de demandes, surtout suite à la vidéo. J'avais eu encore plus de personnes qui venaient me voir en me disant ah bah on est très intéressé, on voudrait acheter du matériel, on s'y connaît pas, est-ce que tu peux nous aider à mettre tout ça en place? Et donc je vendais en fait du matériel plug and play où j'achetais vraiment les cartes graphiques, je les montais sur un PC, je les ai optimisés, je flashais les BIOS de chaque carte graphique pour avoir un truc optimisé pour miner de l'Ethereum. Et derrière, je les livrais vraiment pour la personne. Et la personne, elle avait juste à brancher l'électricité et Internet et ça minait. Donc ça, c'était un peu la proposition de valeur qu'on avait. Et on vendait ça à un peu n'importe qui le voulait, tu vois, qui voulait investir dans le minage, pouvait avoir accès à ce genre de matériel. Et on avait beaucoup d'entreprises, des franchisés, des restaurateurs, des hôtels. On avait un petit peu de tout, des choses qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec l'informatique. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. Et en 2018, justement, quelques mois après cette vidéo, j'avais un directeur d'une école informatique qui m'a appelé et qui me dit bah, écoute, Rafal, j'aime beaucoup ton profil, est-ce que tu voudrais donner des cours dans mon école? Et j'ai à peine de sortir d'école d'ingénieur, je fais bon, bah écoute, oui, je peux le faire, évidemment, y a pas de problème. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à donner des cours, donc au début à l'ESGI. Et j'avais une matière, donc blockchain et Web3, enfin, et smart contract, où bah, j'enseignais à des élèves pendant 15 heures ou 30 heures tout ce qui est blockchain, tout ce qui est smart contract, l'aspect technique, comment on développe, tout ce qui est à savoir autour de ça. Et depuis 5 ans, bah, je continue de donner des cours encore. Donc j'ai donné des cours à l'ESGI, les frais, sur Galilée, l'éthique. Et chaque année, bah, j'adore, tu vois, voir des élèves qui sont intéressés par ça, qui veulent aller dedans, tu vois, veulent découvrir tous les projets autour du Web3, qui veulent savoir comment coder des smart contracts, qui ont vraiment un attrait pour tout ça, pour ce côté aussi financier, DAO, pour toutes ces valeurs de décentralisation. Et donc ça, je continue de le faire. C'était un petit peu le parcours que j'ai toujours eu à côté. Et puis en 2020, bah, tu as le bull run. Et moi, j'avais investi dans l'Ether. Et l'Ether avait pris pas mal de valeur. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter tout ce qui est corporate freelance. Et je vais me spécialiser vraiment dans mes projets. Et je vais essayer de trouver un pivot. Parce que du coup, le minage, ça allait disparaître. Puisqu'on allait passer en proof of stake. Et donc le minage d'Ethereum allait complètement, tu vois, disparaître. Tout le business allait disparaître. Et je me disais, il faut que je trouve quelque chose d'autre, un autre projet Web3, qui puisse être tout aussi intéressant que le minage. Donc depuis 2020, je me suis mis un full-time sur ma société, Digital Asset Solution, et j'ai monté plusieurs projets. Donc un projet qui s'appelle OniWasp, qui était un play to earn, où tu pouvais jouer en real time, c'était en 2021. Tu pouvais jouer en real time, tu avais des compétitions, tu avais des battles royales, euh, les meilleurs, en gros, recevaient des cryptos. Et ces cryptos, tu pouvais convertir en NFT pour être encore meilleur dans le jeu. Et tous les mois, tu avais des tokens qui étaient versés en fait aux meilleurs users. Donc ça avait plutôt bien marché. On a eu 10 000 joueurs, on était une grosse communauté de 3 000 personnes. Mais on a lancé une selle de NFT vraiment au moment où FTX, enfin non, c'était au moment où Terra Luna s'est pété la gueule. Et, euh, et donc c'était pas ouf. La selle était très mauvaise, donc on a remboursé un peu tout le monde. Et moi, j'étais passé à autre chose. J'avais commencé à bosser beaucoup sur de l'arbitrage, donc l'arbitrage sur les NFT. Ce que je faisais principalement, c'était tout ce qui est claiming qui n'a pas été fait sur un NFT. Donc, par exemple, tu as reçu un NFT, dedans il y avait des cadeaux, des choses à réclamer, des claims, des tokens, des cryptos, d'autres NFT, et tu l'as pas fait. Et moi, si tu listais, si tu mettais en vente ton NFT à un prix très bas, au prix du floor presque, bah, je l'achetais, je récupérais tout ce qu'il y a à l'intérieur et je le revendais bah, tout ce que j'ai récupéré et le NFT au floor. Et ça, je l'avais fait pendant 2 mois.
Ça avait bien fonctionné, j'avais fait pas mal de revenus. Et il y avait une boîte spin-off de Galaxy Digital qui s'appelait Europa Partner qui m'a contacté du coup. Et il m'a dit, bah tiens, en fait, t'es un bon trader, t'as l'air de bien t'y connaître et tout. Et bah, bosse pour nous, tu vois. Fais-nous des stratégies, de la DeFi, essaie de nous créer des trucs sur mesure. Et depuis un an, je bosse avec eux. Donc j'essaie de. Tu sais, je comprends même pas pourquoi je suis là, mais je suis trader DeFi, donc sans aucune expérience, euh, sans aucune formation académique, je dirais. Et c'est un truc qui me fait énormément kiffer parce que bah, je reste sur ces thématiques financières, sur les thématiques Web3. J'essaie d'explorer toujours des nouveaux projets, des nouveaux produits. Et, euh, et donc, il faut toujours avoir un espèce d'œil avisé pour essayer de comprendre et challenger chacun des produits qui sont créés. Et puis, du coup, en septembre 2022, je continue l'arbitrage et je me suis dit, je vais créer un nouveau produit. Et cette fois-ci, ça va être un produit un peu plus périn, quelque chose tu vois, qui est pas juste tendance comme le play to earn ou qui va disparaître comme les ménages. Un truc qui va vraiment, tu vois, croître dans le temps, dont, tu vois, le besoin va croître et où je vais pouvoir m'investir pendant quelques années et qui va vraiment avoir une utilité. Et ça, c'est Guard. Donc, Guard, c'est vraiment un projet sur lequel je me suis investi à fond dedans depuis septembre. Donc, on est une petite équipe déjà de 5 personnes et, euh, et c'est le projet sur lequel bah, aujourd'hui je travaille le plus depuis quelques mois. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette longue présentation. Forcément, j'ai beaucoup de questions à te poser parce que tu as un parcours voilà, vraiment de builder, je dirais peut-être pas atypique, tu as un parcours de builder peut-être classique Web3 qui touche à beaucoup de choses et c'est ça aussi l'esprit de cet écosystème. Peut-être déjà sur l'école, tu nous disais que tu minais du Zcash voilà, en utilisant les ressources de l'école. Est-ce que tu as fait ça, on va dire, derrière le rideau ou tu étais sorti du bois officiellement avec l'école? J'imagine que c'est plutôt la première option. Non, c'est plutôt la première option, c'est vrai. On va dire que c'est un peu la mentalité startup où vas-y, je teste d'abord le marché si ça marche, quoi. Et puis après, je demanderai, je verrai, quoi. Ok. Mais si tu veux, c'était vraiment juste, j'avais fait tourner, si tu veux, des processeurs. J'avais pas installé réellement le logiciel de minage, j'avais juste lancé un exécutable euh, qui était sur ma clé USB. Dès que je retire ma clé USB, l'exécutable est juste lancé. Si tu redémarres ton PC, l'exécutable n'existe plus, quoi. Ok. Donc, si tu Bon, veux, et c'était juste, on va dire, une espèce de location temporaire d'un week-end ok. pour Bon, regarder et ça. on va dire qu'il y a prescription maintenant. Et du coup, alors sur la vidéo de 0 à 1 net, est-ce que cette vidéo existe toujours? Est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce qu'on pourrait la partager dans le Ouais, descriptif du podcast? complètement. Ouais, ouais, je te l'enverrai. Elle est disponible, elle est toujours là sur YouTube. C'est une vidéo de plus de 10 minutes où tu verras un peu tout ce qu'il y avait, toute ma ferme de minage qu'il y avait à l'époque, quand on pouvait miner encore. Et alors, bon, tu disais qu'un peu par hasard, finalement, tu te retrouvais bah, à faire du trading pour une société qui t'a contacté. Je pense que c'est quand même aussi l'occasion, bah, voilà, de rappeler les bonnes pratiques, d'expliquer aussi que bah voilà, le trading, bien entendu, c'est quand même très risqué. On s'expose à des pertes, etc. Qu'il faut faire ses propres recherches et tout ça, c'est hyper important. Toi, peut-être, est-ce que tu pourrais nous partager, voilà, je sais pas, quelques tips ou quelques précautions justement sur le trading et expliquer, voilà, c'est quoi le quotidien d'un trader et à quoi il faut faire très attention. Alors, sur quelques tips, je dirais que déjà, si tu veux essayer de gagner de l'argent sur du day trading, tracer des courbes, espérer avoir un avantage compétitif juste en faisant des triangles sur un graphique, ça va être compliqué. Et euh, disons que c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Il faut avoir une grande appétence pour la compétition. Il faut se dire que 95% des utilisateurs vont perdre de l'argent. Le meilleur moyen de le comprendre, je vais te dire, c'est de perdre ton argent. C'est de perdre un petit peu d'argent. Donc pas beaucoup, mais de considérer que je vais jouer par exemple 1000 euros. euh, je vais les perdre et je vais comprendre que je suis pas fort en fait.
que je suis plus nul que les autres, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur enseignement que tu peux avoir, c'est vraiment d'abord de perdre ton argent, de comprendre que t'es nul, tu vois. Tu viens d'arriver, tu comprends rien. Et une fois que tu as compris ça, bah, comprendre, tu vois, quel est le niveau actuellement. Et le quotidien, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Euh, Il y a par exemple ce qu'on appelle le market making, où ça ressemble, je vais pas dire du day trading, mais ça va être vraiment quelqu'un qui va constamment être là à dire j'achète et je vends le même produit. Et il va prendre un petit spread. Et son unique objectif, c'est de prendre une petite commission à chaque fois qu'il achète et qu'il vend. Euh, donc ça, c'est un métier qui est assez intéressant et c'est extrêmement compétitif parce que là, tu dois avoir une appétence forte pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est financier, d'essayer de compete et de market maker proprement quand il y a des gens qui arrivent et qui ont en fait des infos que t'as pas. Moi, je me suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est arbitrage, c'est-à-dire que c'est quand il y a vraiment des inefficiences sur le marché et que en fait il y a, on va dire, presque des gains instantanés. Je vois, il y a quelqu'un qui vend un iPhone sur le bon coin à 900 euros, et de l'autre côté, sur eBay, il y a quelqu'un qui dit j'achète le même iPhone à 1000 euros. Et en fait, moi, je vais juste l'acheter de ce côté et le vendre de l'autre côté, et je vais quasiment faire un profit instantané. Donc, il n'y a même pas de notion de risque, presque. Mais là, c'est un secteur qui est encore plus compétitif, puisqu'en fait, on se bat tous pour avoir ces mêmes opportunités. Il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté et énormément, être extrêmement compétitif, je dirais. Parce que en fait, on se bat tous, si tu veux, on est constamment en train de monitorer toute la Terre et dès qu'il y a quelqu'un qui fait tomber 10 euros par terre, on a des robots et c'est le robot le plus rapide qui va ramasser les 10 euros qui sont par terre, tu vois, qui va gagner. Donc on peut tous, tu vois, avoir des caméras partout et voir qu'il y a 10 euros qui sont tombés par terre, mais il n'y a qu'un seul robot, tu vois, qui va ramasser les 10 euros. Et parfois, tu vois, on va payer 9 euros d'essence juste pour ramasser les 10 euros, tu vois. Après, je dirais que tu as aussi quelques stratégies où tu vas plus dégager du yield. Donc très honnêtement, tout ce qui est au-dessus de 10% de yield annuel, tu prends des risques et faut en fait vraiment maîtriser son risque. C'est-à-dire que si tu dégages par exemple 25% par an, faut te dire est-ce que en 4 ans ce protocole peut être piraté ou est-ce qu'en 4 ans je peux risquer de perdre mon argent. Parce que si la probabilité elle est extrêmement haute, c'est peut-être pas très intéressant. Et donc savoir apprécier son niveau de risque concret, c'est très honnêtement très difficile. Euh, il faut avoir un énorme esprit critique pour tout ce que tu vas essayer de mettre en place comme stratégie. Comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il y a du yield, tu vois. Pourquoi est-ce que tu peux générer du rendement? Souvent, la réponse, c'est peut-être soit parce que protocole est est très, tu vois, risqué, soit parce qu'en fait, peut-être c'est très difficile techniquement d'accéder à ça ou de mettre en place certaines choses, soit parce que tu as des infos que personne n'a. Bah, il faut vraiment que tu arrives à déterminer où est-ce que tu as un avantage, d'où vient en fait ce rendement. Parce que tu as une courbe, tu sais, qui dit plus tu prends de risques, plus tu es récompensé. Il faut savoir d'où, en fait, tout le travail, c'est de déterminer d'où vient ton risque, en fait. Yes, bah écoute, merci Donc pour ces voilà. tips, hein, et ouais, on le reprécise, mais ne placez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et n'oubliez pas que vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Du coup, tu avais commencé à nous dire un petit mot sur Guard. Voilà, est-ce que tu peux nous préciser, voilà, c'est quoi la proposition de valeur et où est-ce que vous en êtes dans le projet aujourd'hui? Donc Guard, c'est un protocole qui te permet de protéger ton cold wallet ou ton wallet contre les hacks, les scams, les vols, les hacks, et même t'accompagner dans l'héritage, dans la mise en place de ton héritage crypto, parce que c'est des outils qui manquent aujourd'hui. Donc grosso modo, s'il t'arrive une de ces choses, nous, en fait, on peut t'aider, alors soit à bloquer le scam, le vol, le hack, soit à t'aider à récupérer ton wallet si tu l'as perdu, ou même à mettre en place en fait tout ton héritage s'il t'arrive quelque chose. Le principe, techniquement, il est assez simple. On utilise un système de social recovery. Donc en fait, tu envoies un mail à ta famille, et ta famille va se connecter avec son mail, Google ou Facebook, et ils vont signer un message pour dire je veux faire partie du social recovery, de ton social recovery. Si s'il t'arrive quelque chose, eux derrière, donc si tu perds ton wallet, ils peuvent déclarer la perte
Et au bout d'un certain cooldown, donc par exemple 90 jours, ils vont pouvoir récupérer les crypto-monnaies et les transférer directement de ton nouveau wallet. Donc ça, quand ta famille va déclarer ça, ils vont dire oui, il a perdu son wallet, il y a un certain nombre de personnes qui doivent voter. Dès qu'il y a un cooldown qui est passé, ils peuvent transférer tout ce qu'il y a dans ton wallet. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est venir une fois sur notre protocole et approuver les cryptos que tu as. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus rien à faire. Et nous, on protège ton wallet. Donc la deuxième partie, c'est qu'on va regarder constamment ton wallet. Et dès qu'il va se passer quelque chose, on va analyser toutes les transactions qui arrivent. Donc à chaque transaction que tu envoies, nous, on va constamment monitorer ce qu'on appelle la mempool. C'est la pool de transactions en attente. Et si on observe qu'il y a une transaction qui nous paraît malicieuse, qui nous paraît être un hack, un scam, ou quelqu'un, tu vois, qui est en train de retirer toutes tes cryptos et dont tu n'as pas l'habitude de faire de transactions, nous, on va ce qu'on appelle front-run la transaction. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Flashbot. En fait, on va donner un petit tip à des mineurs, à des stakers, et on va leur dire, les gars, mettez notre transaction avant celle du hacker, avant celle de la transaction malicieuse. Et dans cette transaction, en gros, on retire tes cryptos avant que l'utilisateur malicieux le fasse. Et donc, c'est à peu près le principe, c'est de dire, nous, on intervient vraiment dans la pool de transactions en attente. S'il y a quelqu'un qui est en train de te hacker, nous, on agit un petit peu comme un antivirus qui va dire, OK, là, il y a un hacker, il faut vite qu'on agisse, qu'on retire, entre guillemets, ton argent avant le hacker, et on le met en sécurité dans le guard. Et là, il y a ta famille ou toi-même qui peut recovery tes cryptos. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à là. Ça, c'est l'outil qui existe. On est en testnet. On a déjà eu plus de 3000 interactions sur le testnet. Et on est en train de travailler sur l'audit de notre protocole. Euh, L'objectif, c'est de nous faire auditer, d'avoir quelque chose d'assez solide. Moi, je peux aussi mettre mes propres cryptos dedans. Et si c'est fonctionnel et que tout l'audit est validé, on va lancer le mainnet prochainement. Ok, bah écoute, c'est hyper smart en tout cas comme tool. Aujourd'hui, je crois que d'ailleurs votre alpha ou votre bêta, il est en test sur Zilli, je crois, c'est ça? Bah, tu peux le tester sur Ethereum même. Le mainnet, enfin le Ok, testnet d'Ethereum, donc c'est GoEarly. ok. Ouais, quand je disais Zilli, c'est un outil pour incentiver des users à venir tester votre application, c'est ça? C'est l'ex Crew 3, je Euh, crois. Ah oui, oui, on utilise Crew 3. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 Yes. Crew 3, oui, complètement. Ok, On utilise ok, Crew ok. 3. Ouais, ouais, ils ont Euh, changé de nom en fait, et du coup, je pense que c'est pour ouais, ça. j'ai jamais, j'arrive toujours pas à m'y faire. Ouais, ouais, Mais oui, oui, ok. on utilise Crew 3. Donc dès que tu fais une mission, on la valide automatiquement dans Crew 3 et on traque un peu tout ce que les utilisateurs font dans le testnet comme ça. Ok, excellent. Alors leur tourne peut-être allez une ou deux dernières questions. Je sais que toi tu es très friand d'outils, tu en utilises beaucoup. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais parlé de Degen Score, voilà, et j'avais fait d'ailleurs un post pour essayer de vulgariser ce que peut apporter Degen Score. Est-ce qu'il y a un autre outil ou un autre projet que tu aimes bien en ce moment et que tu aimerais nous partager? Moi, l'outil que j'adore, je dirais que c'est même au-delà d'un outil, c'est plus l'avenir des réseaux sociaux. Je dirais que c'est Lens. Lens, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, c'est le futur des réseaux sociaux où tu vas en fait conserver toute ta base de followers, toute ta base de posts. Tu vas vraiment conserver tout ce que tu as fait dans un réseau social et tu vas pouvoir le migrer facilement dans n'importe quel autre réseau social et n'importe qui, n'importe quel dev peut lancer un nouveau réseau social basé sur le réseau Lens. Donc toi, tu as tes followers et tu peux aller sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ce que tu veux, n'importe quel réseau social, il y en a déjà plus de 100 sur Lens. Et tu gardes en fait tous tes abonnés, tu gardes tout ça, tu gardes tous tes posts, tu gardes tout ton engagement. Et t'es pas juste un YouTuber ou un Instagrammeur, t'es vraiment un influenceur au sens large sur Lens. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de problématiques vis-à-vis des réseaux sociaux. Facebook, personne n'utilise. Instagram, c'est toxique. TikTok, il y a les Chinois derrière. Discord, c'est pareil. Twitter, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis d'Elon Musk. YouTube, c'est rempli de publicité. Et en fait, tu as plein de problématiques dans chacun de ces réseaux sociaux. Et c'est très difficile de relancer un réseau social parce qu'en fait, le problème, c'est pas techniquement de le lancer, c'est comment tu fais pour attirer des nouveaux utilisateurs. Il y a l'effet de réseau.
Tu vois, par exemple, tout le monde était sur WhatsApp et puis ça a été racheté par Facebook et maintenant tout le monde passe à Telegram. Et maintenant, Telegram, bah non, c'est les Russes, donc faut aller sur Signal. Et en fait, à chaque fois, t'as pas assez d'utilisateurs et donc tu l'utilises pas. Par exemple, Signal, moi, j'utilise pas assez parce que j'ai pas assez d'utilisateurs. Donc, je suis encore sur Telegram. Et le point bloquant pour moi aujourd'hui, c'est vraiment que il n'y a pas les users, il n'y a pas l'effet de réseau. Et avec Lens, bah, il suffit juste que tu sois onboardé sur une app pour qu'en fait, tu sois onboardé sur toutes les apps de Lens. Et, et ça, je trouve ça incroyable. Carrément, bah t'es pas le premier hein, qui m'en parle effectivement et je pense que c'est l'avenir des réseaux sociaux avec voilà tout le côté on va dire tout le bon côté de la réappropriation de ces données effectivement. Tout à fait d'accord. Mm. Peut-être aller en quelques mots si tu veux bien répondre peut-être à la dernière question de comment toi tu vois ton Web3 idéal dans 10 ans. Si tu avais un papier, un crayon et que tu pouvais le dessiner, qu'est-ce que tu me dessinerais là? Voilà, c'est quoi le truc qui te tiendrait à cœur si tu pouvais influer fortement sur la destinée du Ouais, Web3. ouais, il y a quelque chose que j'attends et que j'aimerais vraiment que ce soit là. C'est un bouton Sign in with Ethereum qui serait partout. Alors, tu vois, juste Sign in with my private key. Euh, et en fait, quand tu t'as plus besoin de t'inscrire, tu vois. C'est-à-dire que tu arrives sur une nouvelle app, on te demande pas de remplir ton mail, ton mot de passe. Et les mots de passe, ça sert à rien, tu vois, ça n'existe plus. Euh, Tu vois, d'avoir toutes tes données qui seraient stockées dans un seul endroit, au lieu qu'il y ait des leaks constamment et que ton mail, ton numéro de téléphone et ton adresse soient leakés et soient partagés sur chaque base de données, tu vois. Hmm, En fait, je me connecte avec Ethereum et ça demande, tu vois, ça demande entre guillemets à une espèce de base de données où on va regarder c'est quoi mon numéro de téléphone, c'est quoi mon adresse. Et si demain je la change, en fait tous les sites auront la nouvelle adresse ou le numéro de téléphone si je veux le communiquer. Tu vois. bien sûr. Et ça, je trouverais ça incroyable d'avoir, tu vois, juste cet unique bouton et d'avoir, tu vois, vraiment mon passeport numérique. Donc ça, j'imagine ça, tu vois, avec la carte d'identité numérique, déjà en France, ça commence à arriver, tu vois, la carte à puce. Et dedans, t'as une clé privée. Cette clé privée, on pourrait la convertir et l'utiliser, tu vois, dans Ethereum. Et derrière, tu pourras avoir vraiment ton identité numérique. Euh, Si tu la changes, ça impacte tous les autres sites. Euh, je dirais que les layers 2, qui soient encore plus accessibles, encore moins chers, je pense que Ethereum sera le grand gagnant, très sincèrement. Euh, il y a trop, c'est trop important aujourd'hui pour que ce soit ignoré. En tout cas, une blockchain EVM compatible. Et je dirais en fait, tu vois, avoir beaucoup plus tout cet aspect de décentralisation, d'avoir par exemple la possibilité d'acheter sans passer par un notaire. Je sais que c'est pas possible, tu vois, là tu me parles d'idéal, hein, mais d'acheter sans avoir un notaire, d'acheter des actions sans avoir un notaire, de vraiment transférer de la valeur quasiment instantanément d'un d'un bout du monde à un autre bout du monde où je pourrais très bien vendre, tu vois, un dixième de ma maison à un Indien qui voudrait investir dans ma maison, tu vois. Et ça, bah, tout ce qui est financiarisation, tout ce qui est réseau social, tout ce qui est identité numérique, euh, très honnêtement, je pense que c'est des aspects qui sont très importants. Euh, les NFT, bon, les profils pictures, je suis pas extrêmement bullish. Metaverse non plus, je suis pas quelqu'un qui est hyper fan, mais déjà rien que toutes ces applications, je trouve ça assez génial. Si on les avait vraiment au quotidien, que tout le monde, je pense que si tout le monde avait une identité numérique, euh, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Tout ce qui est, tu vois, KYC, d'avoir tes documents qu'il faut envoyer, d'avoir ta carte d'identité, toute la fraude qu'il y a à la carte d'identité. Déjà, c'est des problèmes qui sont assez difficiles et qui nous bloquent énormément. Après, très honnêtement, euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est très difficile d'imaginer le futur, parce qu'il y a des cas d'usage qu'on n'arrive même pas encore à s'imaginer tant qu'on n'utilise pas, tu vois, la crypto. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois qu'on améliore la technologie monétaire, tu vois, qu'on passe du troc aux monnaies, de la monnaie au système de billets, et à chaque fois, en fait, on améliore la technologie monétaire. Par exemple, tu vois, juste le fait de passer des billets à la carte bancaire,
bah, tu as des nouveaux cas d'usage qui apparaissent, qui étaient même pas possibles auparavant, tu vois. Et en fait, par exemple, on n'aurait jamais pu avoir Amazon si on avait gardé des billets. S'il n'y avait pas de carte bancaire, Amazon n'existerait pas. Tu vois, c'est pas possible que j'envoie par la poste, tu vois, 10 euros et que Amazon me renvoie tu vois, le reste. C'est techniquement pas faisable d'avoir en fait un Amazon si on garde le système de billets. Et là, avec la crypto, je pense que c'est un peu pareil. On a une telle amélioration de la technologie monétaire qu'on va avoir des nouveaux cas d'usage que même là, aujourd'hui, on pourrait même pas imaginer, tu vois. Si tu pars vraiment de tout au début, quand on avait le troc, tu peux pas créer, tu vois, on n'aurait jamais pu avoir cette conversation. On n'aurait pas d'électricité, on n'aurait pas d'ordinateur. Tu peux pas créer un ordinateur ou une fusée ou même, tu vois, un téléphone ou même un stylo aujourd'hui. Tu peux pas créer un stylo juste avec le troc. C'est pas possible d'arriver à ce niveau de complexité. Et en fait, à chaque fois qu'on ajoute, qu'on améliore cette technologie monétaire, il y a des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer qui arrivent, des nouveaux services et des nouveaux biens. Donc c'est un peu là-dessus où je suis bullish. C'est voilà, dans 10 ans, si on arrive à utiliser vraiment la crypto, Web3 et la crypto au quotidien, je pense qu'il y a des nouveaux services qui vont transcender notre esprit. Bah, bien d'accord avec toi. Merci pour ton partage et ta vision. Et effectivement, voilà aussi le conseil qu'on peut donner, je pense, c'est de se mettre aussi à commencer à s'intéresser à tout cet univers parce que bah, c'est quand même long la courbe d'apprentissage et plus on s'y met tôt, bah voilà, plus on sera en avance aussi par rapport aux autres et peut-être on arrivera à voir un peu ce qui pourra se dessiner à l'avenir. Donc bah écoute, merci beaucoup Raphaël, c'était vraiment cool de faire cet épisode ensemble. Bravo pour ton parcours de builder Web3 parce que je pense que tu représentes vraiment ce qu'est un Web3 builder aujourd'hui et puis j'imagine que dans les prochains mois et prochaines années, ça sera encore plus riche. Donc hâte de voir aussi que la suite te réserve. Puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Merci en tout cas pour ton temps et merci de m'avoir reçu. Je suis très content d'avoir partagé un peu mon expérience. S'il y a des personnes qui ont des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Je serai très content de répondre. Et puis, en tout cas, merci pour ton temps et je vous dis à la prochaine. Ça marche, on partagera ton LinkedIn dans le descriptif du podcast. À bientôt Raphaël et puis on reste en contact. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.